Bonjour, merci d'être là pour ce débat, cette table ronde autour d'une question, comment la jeune littérature interroge le monde. C'est une vaste question, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que, on va le voir au fil des échanges, il y a des points communs entre tous ces livres. Et les auteurs nous font le plaisir d'être là. Alors il y a Sandra Mézières, La mort dans l'âme. Il y a Antoine Mouton pour le metteur en scène polonais. François-Henri Désérable, c'est ça, j'ai bien dit, Évariste. François Bégodeau pour La politesse. Et Kiko Herrero pour Sauf qui peut Madrid. Alors, chacun ici peut peut-être commencer à dire ce que lui évoque cette question. Après, moi, je dirai comment j'ai perçu la question, mais quand vous avez l'impression, Sandra, d'interroger le monde, donc votre livre a pour toile de fond le Festival de Cannes. Oui. On suit la destinée d'une jeune actrice qui a grandi à Morlaix, qui a un rapport très fort avec son père, qui joue un rôle dans sa carrière cinématographique. Et cette Blanche, c'est le nom de votre héroïne, est vraiment sur le point... On a le sentiment, en tout cas, d'accéder à quelque chose de plus grand, à une célébrité qui va grandissante. Mais il va se passer des événements dans ce festival de Cannes et cette Blanche, eh bien, ne va pas vivre plus longtemps. Elle va être assassinée. Donc, on est déjà dans un monde de suspense. Mais vous, cette question de comment vous interrogez le monde, elle vous a nourri dans l'écriture de ce livre. Vous vous êtes dit, puisque vous êtes blogueuse de cinéma, tout à l'heure au petit déjeuner, on parlait de titiller le monde, mais vous avez eu envie de chahuter, de faire bouger ce monde. C'est une question qui vous a interrogé ? Alors moi, le point de départ, c'était pas le souhait d'évoquer le Festival de Cannes, mais c'était vraiment le souhait d'évoquer le thème du deuil. Alors c'est vrai que c'est un peu en trompe-l'œil parce que le titre du roman a un titre un peu à double sens, et c'est vrai que je souhaitais avant tout interroger notre rapport au deuil dans une société à l'émotion, à l'attention très versatile, très volatile, dans laquelle on passe d'une émotion à une autre à une vitesse fulgurante. Alors c'est vrai que le thème est peut-être en filigrane, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, puisque mon héroïne finalement meurt de blessures d'indifférence. Donc si j'ai interrogé le monde, c'était vraiment par rapport à ce thème-là. C'était vraiment le point de départ du roman. Alors, dans votre livre aussi, d'emblée vous nous le dites, il y a une référence que vous mettez beaucoup en avant, c'est le cercle rouge. Tout le monde, auteur compris, vous avez peut-être en souvenir ce film avec un Bourvil qui parle peu, cette traque, ce climat très melvillien, hein, avec une musique comme ça obscure, et on sent effectivement le deuil transparaître à travers ce cercle rouge. Mais ce cercle rouge, pour vous, dans le livre, il est le monde. Il est EST, le monde, c'est-à-dire que c'est là que tout le monde à un moment se retrouve. Voilà, c'est un destin inéluctable pour chacun des protagonistes qui un jour doivent se retrouver dans ce cercle rouge. Puis l'idée me plaisait aussi parce que c'est vrai que c'était aussi une déclaration d'amour au cinéma qui est vraiment ma passion, la littérature aussi, mais le cinéma d'abord. Donc je voulais vraiment que ce soit très imprégné de références cinématographiques, qui est une mise en abîme aussi, puisque bon, ça se passe à Cannes, on parlait de rapport au monde, qui est vraiment le reflet des blessures du monde, de ses colères aussi. Donc j'ai oublié la question. Mais c'est pas grave, vous arrivez à la retenir malgré. Mais enfin, en tout cas, si vous interrogez le monde du cinéma, cet univers thématique, et ça nous fait rebondir, lui laissant le temps d'ailleurs de boire son verre d'eau vers François Bégodeau, puisque vous placez votre livre à La politesse. Alors, d'ailleurs, c'est assez amusant, dit François Bégodeau s'intéresse au milieu littéraire, c'est assez amusant comme expression. On voit même sur le net que votre livre, La politesse, suscite un clash entre un journaliste du Figaro et un journaliste du Nouvel Observateur pour savoir s'il était légitime que vous dézinguiez, entre guillemets. Je reprends les mots des journalistes, le milieu littéraire. Je dois dire, à titre personnel, puisqu'on a la liberté de le dire à l'aval, que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est vrai, votre façon de raconter certains moments de promotion que vous, public, ignorez peut-être, et puis que quand on est dans les médias, on découvre, et notamment ce passage sur France Info où vous êtes obligé de faire, vous savez, des petites phrases, puisqu'on vous convoque pour une certaine durée d'interview, mais la chronique finale ne fait que 2-3 minutes. Donc en fait, c'est un jeu de dupes, vous n'entendrez jamais vraiment ce que veut dire l'auteur. Mais en tout cas, cette question, comment la jeune littérature, en tout cas la littérature interroge le monde, est-ce que c'est quelque chose qui vous a titillé l'esprit, François, quand vous êtes mis à raconter La politesse et ces pérégrinations d'un auteur qui parcourt d'une bibliothèque de Sarcelles à d'autres festivals plus improbables en passant par de grands médias et par l'ombre de Philippe Vandel aussi qu'on retrouve de temps en temps? En fait, je pense que dans l'intitulé interroger le monde, la chose qui me gêne un peu, enfin tout cas que je pourrais questionner, ça serait le monde.
C'est-à-dire que je suis pas sûr que l'art ou la pensée en général ait à voir avec le monde, en fait, cette unité-là, quoi. Après, je vois bien ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire on veut dire par le monde un certain réel contemporain, quoi, quelque chose qui nous environnerait. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas une œuvre d'art qui ne soit pas en dialogue avec ça, avec quelque chose qui serait proche, d'une manière ou d'une autre, l'interroger, le dénoncer, comment dire, le saluer aussi, je veux dire, voilà. À la sortie du livre, La politesse, il a parfois été, le livre a été pas mal reçu, mais il a parfois été dit que c'était un petit monde que je décrivais, et qu'à ce titre-là, le livre, comment dire, se contentait d'une espèce de petit périmètre pas passionnant et peut-être, comment dire, dont les non-parties prenantes, auxquelles les non-parties prenantes pourraient être indifférents. Chose qui m'interroge toujours un petit peu, parce que je veux dire, le champ littéraire, moi je préfère l'appeler le champ littéraire, n'est pas moins du réel. Oui, puis milieu, je pense, connote quelque chose que précisément j'ai essayé de contourner dans le livre. Parce que le milieu, je pense, on dit le milieu littéraire à n'importe qui, à quelqu'un de lambda, un lecteur lambda par exemple, ça fait tout de suite un peu 3 arrondissements à Paris. Or, mon livre est très provincial. Il voyage. C'est vraiment un espèce d'écrivain contemporain, relativement anonyme d'ailleurs, qui n'est qu'approximativement mon double, qui se balade un peu de ville en ville, comme par exemple à Laval. Il n'y a pas Laval dans La politesse, mais il y aurait pu. En bien. Mais absolument, tout à fait. Oui, sur le désingage, je suis évidemment pas d'accord. Moi, j'essaie justement ce que j'ai essayé de faire, c'est une espèce de ce que j'appelle une sociologie subjective d'un champ. Subjectif parce que tout passe par moi et par des situations très concrètes que j'ai pu vivre ou que j'ai pu observer, et il s'agit d'analyser les fonctionnements. Il se trouve que parfois l'analyse est relativement ironique et qu'elle pointe des travers, mais c'est pas du tout mon option prioritaire. Mon option prioritaire, c'est de dire comment ça se passe, quoi. Et je trouvais que ce champ n'est pas moins du réel que n'importe quoi d'autre, quoi. Je veux dire, si j'avais fait un livre juste avant sur une infirmière. Bon, là, à aucun moment on m'a dit, à la sortie de ce livre, oui, c'est quand même un champ un peu réduit, l'hôpital. Le milieu des infirmières, oui. Le champ littéraire concerne autant de gens que le milieu hospitalier. Je veux dire, il a autant d'usagers, autant de praticiens, autant de salariés. Sachant qu'on peut être les deux alternativement, hélas. On peut être un usager du milieu hospitalier. Donc voilà, il y a toujours une espèce de connotation comme ça, comme si c'était un peu moins du réel qu'autre chose. Alors que moi, précisément, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que finalement, un écrivain qui vadrouille, c'est un peu un travailleur, quoi. Alors un travailleur sans doute privilégié, je veux dire, parce qu'il est quand même gratifié symboliquement en tant qu'auteur, plus que certains métiers. Mais quand même, au bout du compte, c'est des situations, quoi, dont on a à se démerder plus ou moins. Et alors mon ambition, je terminerai là. Qui irait peut-être avec votre question, la question de ce débat, c'est que j'avais quand même l'intuition, et ça a été une des impulsions pour écrire ce livre, que précisément en analysant précisément un champ précis qui serait celui du champ littéraire, ou plutôt du champ culturel d'ailleurs, avec toutes ces modalités très très variées, d'une certaine manière c'était une façon de faire un portrait de la France contemporaine. Et je conclurai là-dessus. Je crois qu'en fait, l'écrivain n'a jamais affaire au monde, parce que c'est une unité spatiale bien trop volumineuse. En revanche, parfois, en s'en tenant à des périmètres très réduits, il peut avoir l'ambition que ça fasse symptôme d'une réalité plus globale, quoi. Donc, un écho, finalement. On se sert de ce monde cobaye, entre guillemets, qui serait, entre guillemets, le milieu littéraire, mais ça a écho beaucoup plus loin, en fait. Voilà. Et ce qui est d'ailleurs étonnant dans la façon dont les gens ont perçu le livre, La politesse, c'est que je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé d'un autre aspect du livre, mais on y reviendra au cours de cet entretien, c'est le fait que vous parlez aussi pas seulement du milieu littéraire, mais, pardon, le thème peut paraître galvaudé, mais de ce qui pourrait être dans votre livre une sorte de nuit debout, de lutte des classes, parce qu'on pense notamment à ces gens qui se battent pour sauver un hôtel. Et alors, c'est pas du tout le milieu littéraire. Là, on est presque dans une forme d'autogestion. Vous parlez beaucoup de cette société qui se réorganise, qui essaye de produire en circuit court, avec des gens qui travaillent en proximité, qui essayent de récupérer les objets pour les transformer. Et il y a tout un aspect extrêmement concret, extrêmement, j'allais dire, manufacturier, qui a d'ailleurs pas tellement été évoqué par les médias quand le livre est sorti. On est resté sur, il parle du milieu littéraire, mais on oublie qu'en fait, vous parlez d'un milieu vrai, avec des femmes de ménage, enfin des gens de tous les jours, et puis, d'un autre élément important aussi, d'une précarité qui est symptomatique dans tous les métiers où les gens ont des super CV, ils cumulent des contrats invraisemblables et des faux stages, mais on y reviendra. Cela dit, ça fait aussi écho à votre travail Kiko Herrero dans Sauf qui peut Madrid, parce que là encore,
On en parlait avec Sandra, avec François. En fait, dans votre livre Sauf qui peut Madrid, on suit une famille qui vit à Madrid. Le cadre est donné. Il y a une maman, il y a des enfants, il y a un père qui a une bonne situation. D'ailleurs, au début du livre, quand votre héros est interrogé par la maîtresse, puisque la maîtresse demande au jeune enfant qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier, le gamin répond en fait qu'il s'occupe de rats morts. Alors, évidemment, la maîtresse pense que c'est que le gamin a mal répondu. Mais en fait, le père effectivement travaille dans un grand laboratoire. Une des fiertés du franquisme où effectivement on fait de la recherche et l'une des spécialités c'est justement de réussir à détruire les rats, de les tuer puisque il faut pas qu'ils soient les vecteurs d'une invasion. Et précisément dans votre livre Sauf qui peut Madrid, Kiko, est-ce que vous partagez ce que disait à l'instant François et ce que dit aussi d'ailleurs Sandra, c'est-à-dire que vous vous servez comme toile de fond de ce que vous connaissez, de ce Madrid dans lequel vous allez revenir beaucoup plus tard, mais est-ce qu'aussi c'est une manière d'interroger le monde, même si le monde est un champ assez vaste. Donc vous ne faites pas le tour du monde, mais vous nous faites faire le tour de Madrid et de l'Espagne. D'accord. En fait, quand j'écris ce livre, qui est mon premier livre, je n'ai pas essayé de questionner quoi que ce soit. En fait, j'ai écrit un peu inconsciemment. Et c'est une fois qu'il était fini, j'ai commencé à voir les questions qu'il pouvait poser et qu'il pouvait me poser, même à moi-même. Donc... Vous n'avez pas eu le sentiment quand vous racontez, vous dépeignez cette vie de Madrid qui nous emmène assez loin. Vous avez eu le sentiment après coup d'avoir interrogé le monde ou peut-être ce pays où se passe l'action, c'est-à-dire sur une transformation de la société qui se conjugue avec une transformation de la famille, parce que il y a une dégradation des rapports familiaux. L'idée, c'était mettre en parallèle une famille, un personnage, un protagoniste et l'évolution de la société espagnole. Puisque le livre, il part de la fin des années 60 et va arriver jusqu'au milieu des années 80. Donc, il y a la fameuse movida. La fin du franquisme, la transition et un peu la movida ou l'arrivée de la démocratie et toutes les libertés. Plus après, un petit épilogue où je parle un peu d'un retour que le personnage que le narrateur fait en Espagne, et qui voit un peu la situation un peu comme le résultat de tout ce qui s'est passé 25 ans après. Donc là, dans tous les cas, là on est dans une espèce de rapport au monde, et chacun finalement le questionne, l'interroge, le façonne, et puis essaye on y reviendra aussi, de comprendre finalement cette espèce de hasard qui fait qu'on est confronté à certaines situations. On est là, on est ici, et puis on se retrouve avec une famille, le cadre est posé, puis tout se dérègle. Pourquoi, comment? Il y a cette part de questionnement dans votre livre. Voilà. Il y avait par exemple quelque chose que tout de suite je me suis posé comme question à moi-même, c'était comment parler du franquisme sans arriver à cette critique typique qu'on voit des gens qui ont vécu des dictatures, qui tout de suite commencent à critiquer, à dire comment Franco était terrible, comment on vivait réprimé. Et dans mon livre, le personnage qui est un enfant, évidemment, peut-être la partie la plus heureuse du livre est justement la partie sous la dictature, sous la dictature franquiste, puisqu'évidemment il y a une sorte de chape de plomb d'arrière-fond, mais les problèmes commencent plutôt à arriver quand la démocratie arrive, quand la liberté arrive, en fait, et c'était un peu ce changement, oui, et ce paradoxe, puisqu'on pense toujours que la dictature est pire que la démocratie, chose qui est certainement vraie. Mais comment la population espagnole a vécu aussi d'une façon assez compliquée. Cette transition, donc là, vous effectivement voyez qu'en filigrane, chacun arrive à dégager un thème. Il y a la mort, vous disiez, François, le champ littéraire. Vous nous parlez de ce passage de la dictature au moment de liberté. Et vous, François-Henri, quand vous nous emmenez sur les traces d'Évariste Galois. Donc tout le monde connaît Évariste Galois, puisque tous les collèges s'appellent Évariste Galois. Vous nous racontez le destin. Alors on dit, ça a beaucoup plu aux médias aussi, puisqu'ils ont collé cet intitulé en disant « c'est le Rimbaud des mathématiques ». Alors c'était bon, c'est le Rimbaud des mathématiques, ça s'appelait. On ne sait pas trop ce qu'il a découvert, mais c'est le Rimbaud des mathématiques, donc tac, ça marche. En plus, il meurt à cause d'un duel galant, donc c'est encore mieux. Vous nous racontez, vous suivez les pérégrinations d'Évariste Galois, mais on pourrait aussi, puisque
La thématique étant de comment avez-vous interrogé le monde. Vous êtes posé la question comment je vais interroger les mathématiques. Alors vous allez me dire que non, puisque tout au long du livre, vous nous expliquez que vous ne pouvez pas nous expliquer en détail la substantifique moelle des inventions de la modernité d'Évariste Galois. Mais enfin, quand même, il y a cette question. C'était d'interroger ce monde des mathématiques, d'interroger aussi autre chose qui transparaît dans votre livre. On peut être un génie, et si on ne rencontre pas les bonnes personnes, celles qui vous donnent votre chance, eh bien, on reste inconnu. Oui, interroger le monde, c'est un programme assez vaste. Je crois que j'ai voulu plutôt interroger ce qu'était la création. Moi, je ne comprends absolument rien aux mathématiques. Ce n'est pas que je n'aimais pas les mathématiques, mais les mathématiques, elles, ne m'aimaient pas, c'est certain. Et mon rapport est peut-être le même que celui d'Éric Chevillard, qui dans un de ses livres dit en substance « On me dit qu'il existe un nombre d'or, que certains tableaux constellés d'équations sont de véritables chefs-d'œuvre. Je veux bien le croire, mais qu'on ne me laisse jamais entrer dans cette salle avec une éponge humide. » Et moi, je crois que je partage l'incompréhension de Chevillard à l'égard des mathématiques et du nombre en particulier. En revanche, ce qui m'intéressait, au-delà de la vie éminemment romanesque d'Évariste Galois dans le peu de temps qui lui a été imparti sur cette terre, c'est d'essayer de saisir la jubilation qu'il a pu ressentir lorsqu'il a découvert les mathématiques à Louis-le-Grand à l'âge de 14 ans, et la jubilation qu'il a pu ressentir lorsqu'il a écrit son mémoire et surtout cette dernière lettre, ce testament mathématique, lors de sa dernière nuit, qu'il aurait pu passer à se reposer, ou alors à... Il avait un duel le lendemain matin, quand même. Un duel avec des pistolets qui tirent pour de vrai. Où il aurait pu s'entraîner au tir, ou s'apitoyer sur son sort. Il a préféré la passer à corriger son mémoire, à écrire son testament mathématique, qui est en quelque sorte le 14 juillet de l'algèbre moderne, qui est l'événement fondateur à partir duquel l'algèbre a pu entrer dans la modernité. Et cette jubilation est la même, cette grâce comme ça qui semble tomber du ciel directement sur la page, est la même qu'elle se transforme en équation ou en phrase, et j'imagine que tout un chacun est capable de le ressentir. Alors les musiciens en jouant de la musique, les mathématiciens en essayant de résoudre des équations, et les écrivains en écrivant, bien sûr. Donc c'est vrai que ce qu'on peut préciser ici, on en a parlé, si vous voulez lire, chers auteurs, un extrait de votre livre, vous pouvez, puisque on a coutume de le faire ici à Laval. Alors vous, François-Henri, on s'est parlé avant, vous m'avez dit non, je n'ai pas envie de lire, je préfère que vous le fassiez, et c'est vrai que... Je suis très mauvais lecteur, ouais. Alors vous êtes bon écrivain, c'est déjà ça. Dans votre livre, voilà, vous interrogez aussi le vieux, qui est tout là-haut, le vieux, pour ceux qui y croient, et puis même pour ceux qui n'y croient pas d'une certaine manière, qui serait Dieu, et surtout vous fixez les règles du jeu avec votre lecteur, puisque... Pour parler de cette découverte d'Évariste Galois, vous dites, vous dites un moment dans votre livre, et c'est là qu'Évariste entre en jeu, et là, entre parenthèses, vous écrivez, et déjà, je ne comprends plus rien. Il démontre que, et c'est écrit en italique, pour qu'une équation irréductible de degré premier soit soluble par radicaux, il faut, et il suffit que deux quelconques des racines, étant connues, les autres s'en déduisent rationnellement. Inutile de hocher la tête en guise d'approbation, je le vois dans vos yeux, pas plus que moi, vous n'avez pigé un traître mot, sachez seulement que pour aboutir à ce résultat, Évariste forge une théorie qui va innerver l'algèbre, la révolutionner, la théorie des groupes, dont on trouvait déjà les prémices dans le mémoire remis à Cauchy. Cauchy qui est un des personnages que va côtoyer Évariste. Et alors ce que vous venez de lire, c'est le seul passage sur les mathématiques dans le livre. Même justement, vous comprenez. C'est justement, c'est-à-dire qu'il y a ce noyau central, mais après, il y a une sorte d'irradiation qui est haute, c'est tout le destin et toutes les conséquences de cette illumination, en fait, qui vous interroge. Oui, et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que c'est un génie complètement incompris de son temps. Évariste Galois a écrit un premier mémoire qu'il a remis à Cauchy, qui était le plus grand mathématicien de son temps. Cauchy a égaré ce mémoire, Évariste l'a réécrit, l'a soumis à l'Académie des sciences, et notamment à Fourier, qui était le directeur de l'Académie des sciences, qui a eu la mauvaise idée de mourir, et donc on a égaré encore une fois le mémoire parmi les papiers de Fourier. Évariste l'a réécrit une troisième fois. Il l'a donné à Siméon Denis Poisson, qui est encore étudié. On étudie les lois de Poisson à l'école. Poisson a son nom sur la Tour Eiffel. Et c'est pas un gentil. Et c'est pas un gentil, en tout cas. Il n'a pas su déceler le caractère révolutionnaire des travaux d'Évariste, parce qu'il aurait fallu qu'il sorte de son propre schéma de pensée pour percer la pensée d'Évariste.
Et donc après, Évariste, dégoûté par les mathématiques, a été dominé par une autre fureur, par la fureur de la politique, car c'était un ardent républicain, et ensuite par la fureur amoureuse, et il est mort en duel pour une jeune fille. On a découvert ces papiers 15 ans plus tard, on les a publiés 15 ans plus tard, et on a commencé à les comprendre en 1870, alors qu'il est mort en 1832. Donc Okay. sa gloire a été posthume, et vous disiez tout à l'heure, vous connaissez tous Évariste Galois parce que tous les collèges et les lycées s'appellent Évariste Galois, je vais devoir m'inscrire en faux là-dessus. Allez-y. Hein. Il est très connu de la communauté mathématique, très connu de la communauté scientifique, mais très peu connu du grand public, et pour moi une des fonctions, un des rôles de l'écrivain, alors pas le rôle, mais un des rôles de l'écrivain, c'est parfois aussi d'exhumer un peu les gens de l'oubli, de les sortir du tombeau, et j'ai voulu en quelque sorte de sortir de la fosse commune dans laquelle on a placé son corps en 1832. En tout cas, ce qui est clair dans tous vos livres, c'est que seul le temps du livre, dans ce monde compressé, c'est un peu un lieu commun de dire qu'on n'a plus le temps et qu'on est tous compressés, seul le temps du livre, donc de pages que l'on tourne, permet d'explorer un monde en profondeur et puis de sortir d'une vision très manichéenne. Il y aurait les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. C'est plus compliqué, puis on a tous des zones d'incertitude où on doit prendre des positions. Ce que disait François tout à l'heure pour l'écrivain qui doit faire face à des situations de promotion inédites et qui fait comme il peut. Parfois, comme dans votre livre François, il a des douleurs de dos, mais ça aussi c'est la vraie vie quand vous devez parcourir le monde entier. Alors, je ne vous ai pas oublié Antoine Mouton, le metteur en scène polonais. Là aussi... on pénètre dans un univers et il y a un point commun entre tous vos livres d'ailleurs, c'est que quand on rentre dans ces livres, au départ on a une situation posée. Alors l'enfant de Madrid, l'écrivain, le jeune mathématicien, la star de cinéma, vous le metteur en scène polonais, au départ on se dit, si on lit pas la 4e de couverture, si on fait abstraction de tout ce qu'on pourrait savoir sur le livre avant de le lire, après tout le décor est planté et tout semble être bien posé, tout va aller pour le mieux. Et en fait, enfin, après c'est un sentiment très personnel, chacun dans vos livres, vous racontez une sorte, alors je ne sais pas quel mot vous allez mettre dessus, une forme de dérèglement, ou de quelque chose qui bascule, qui fait que les choses vont pas aller dans le sens auquel on s'attendait. Après tout, être un écrivain qui parcourt la France, comme vous dites, il y a pire, mais en fait, chacun dans son monde va connaître des basculements. Alors vous, dans Metteur en scène polonais, vous nous parlez de ce metteur en scène polonais qui est déjà connu, qui arrive à adapter l'œuvre d'un écrivain autrichien qu'on avait un peu oublié, dans une grande salle de théâtre parisien. C'est public le théâtre, mais il arrive à avoir tout le budget qu'il veut, donc c'est inespéré. Il a vraiment tous les moyens. Il peut même aller avec sa troupe faire un voyage de reconnaissance dans un des lieux cultes de l'auteur de la pièce de théâtre. Donc il se déplace en Autriche, il prépare la pièce en Pologne, alors qu'elle va être jouée à Paris, donc on voit qu'il a les moyens. Et pourtant, ce grand metteur en scène polonais, lui, c'est ça aussi, c'est ce dérèglement, c'est ce basculement, alors qu'il a tout pour réussir à ce moment-là. Il est déjà connu, tout va bien pour lui, globalement, hein, parce que dans le milieu du théâtre, la précarité, c'est aussi quelque chose qui existe. Il est plutôt, comme on dit aujourd'hui, dans les entreprises en zone de confort. C'est cette sortie, ce basculement qui vous a interrogé ? Oui, c'est... Bon, enfin... Le dérèglement est posé dès le début comme une phrase, quoi. Cette pièce le rendait fou. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là, moi ce qui m'intéressait, c'était de commencer le livre à l'endroit où justement quelque chose sort du programme, sort de la vie bien programmée. Enfin, c'est toute la question avec le metteur en scène polonais du contrôle, pas seulement sur le théâtre, les troupes, etc., puis même, disons, sa carrière, mais également sur sa femme, ce qu'il pense de sa femme, qui est peut-être, à la manière de ce livre qu'il veut adapter pour la scène, de ce roman qu'il veut adapter pour la scène, qui est peut-être plus vivant que ce qu'il pensait. Et sa femme elle-même est peut-être plus vivante que ce qu'il pensait, que ce qu'il avait toujours pensé. Alors, vous Antoine, vous êtes d'accord pour lire un extrait, mais les autres aussi peut-être. Donc, je vous fais passer cet extrait page 19 oui. En bas, si vous êtes d'accord, mais vous pouvez choisir un autre extrait, comme ça, pendant que vous le repérez. Moi, j'ai une question pour nos deux amis là, et puis aussi pour vous, pour Sandra, parce que on parlait de ce basculement. Est-ce que François, vous partagez cette idée ? Bon, vous plantez un décor, et votre livre aussi, c'est une interrogation sur le fait que cet écrivain, parce qu'il va ressentir, alors certains disent une aigreur, une amertume, on sent qu'il est pas bien, qu'il prend conscience de quelque chose. Dans le livre d'ailleurs, en fait, l'écrivain raconte son parcours à sa nièce, donc en fait il lègue des souvenirs en quelque sorte, et il aurait pu le faire par oral, mais il le fait par écrit. Mais est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous vous reconnaissez ou pas, vous avez le droit dans cette espèce de dérèglement, basculement, il y a quelque chose qui
qui grippait. Il y a voilà une sorte de basculement. De fait, ce qui m'intéressait dans la si ce chant, donc pour reprendre ce mot, à la fois cuistre et très juste, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai l'impression que c'est un chant qui est en voie de péremption et d'extinction, et qu'il y a quelque chose qui de toute façon arrive à terme. Alors qui survivra peut-être à sa propre mort encore longtemps, mais ce milieu littéraire, pour reprendre l'expression que vous ne prenez pas, arrive à terme. Alors ce champ littéraire. Voilà, non mais je sais exprès pour qu'on soit d'accord. Ouais. Non, parce que dire le milieu littéraire arrive à terme, ça voudrait dire que Jean d'Ormesson va bientôt mourir, et je m'en fous. Enfin, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour lui, ou que les académiciens, pour prendre un thème que j'ai abordé dans mon plus récent livre, bon, c'est pas très intéressant, puisque c'est pratiquement des institutions qui sont toujours déjà mortes, quoi. Enfin bon, non, ce qui est plus intéressant, c'est de voir quand un fonctionnement arrive comme ça. On le voit bien d'ailleurs, et c'est pour ça qu'à un moment le livre effectivement s'étend à une analyse plus large, je dirais, des rapports de production, des rapports de travail, des rapports de salariat, des choses comme ça, parce que je crois que il y a une économie, je dirais, du champ culturel qui repose sur de l'argile, quoi. Enfin, c'est quand on l'analyse véritablement, quand on donne un peu les chiffres et quand on voit comment ça se passe, on voit qu'il y a une espèce de non-économie qui se développe. Et donc, j'avais l'impression de prendre les choses. Ce que la littérature fait très volontiers d'ailleurs depuis son origine, peut-être l'art en général, c'est toujours prendre des choses à leur crépuscule, parce que c'est là qu'elles se voient le mieux, quoi. C'est au moment où c'est encore un peu vivant, mais c'est quand même en train de mourir, quoi. Oui. Et donc là, ça c'est un très très bon espace critique, quoi. C'est un très très bon espace d'observation, parce que voilà, on voit jamais, on ne comprend jamais aussi bien un corps humain qu'à partir du moment où il dysfonctionne, par exemple. Je veux dire, c'est dans le dysfonctionnement que vous voyez comment ça marche. C'est symptôme, oui. Donc voilà, c'était à ce titre-là, j'avais l'impression, et donc du coup, ce qui donnait la troisième partie que vous avez dont vous avez ébauché un petit peu la description tout à l'heure, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut essayer de réinventer quelque chose, quoi. Est-ce qu'il y a un modèle qu'il faut réinventer, de la même façon qu'il y a sans doute un modèle économique plus général qu'il faudrait réinventer, puisque on voit bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, quoi. Quand un système produit, je dirais, structurellement du chômage, ou structurellement un certain nombre de précarisation, de fait il faut réfléchir à comment reconfigurer le réel. Bon, et ça me paraît vrai aussi du champ culturel. Je crois qu'il est bon, il y aurait beaucoup de choses à dire dans le détail, ce que je vais pas faire parce que c'est pas le sujet de la matinée. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez lire, mais avant de laisser réagir François-Henri, juste un extrait du livre de François pour parler de ce crépuscule. Il est peut-être incarné par, non pas par les téléphones portables qui continuent à bien se vendre, mais par ce passage où vous dites, par exemple, donc c'est l'écrivain qui arrive et qui dit « À l'orée du quai 22, une fille à bonnet bleu scooter tape des pieds pour les réchauffer. Ses supérieurs lui imposent les escarpins. Après l'école de management culturel, elle a décroché un stage à Direct 8, puis un CDD de 4 mois dans l'équipe d'Ophile de la nuit, enregistré chaque semaine dans un lycée de province. Son niveau d'études lui donne la compétence de demander mon nom, le repérer sur une feuille de service, cocher en face, me remettre un billet de TGV première classe. Voilà. J'allais dire tout est dit, comme on dit dans certaines émissions, mais c'est vrai que ça pointe l'ambiance. Vous vouliez rajouter un mot, François-Henri ? Oui, je voulais poser une question à François Becqueau. D'ailleurs, je voulais dire que j'avais trouvé son livre très juste et très drôle aussi. C'est un livre qui est très drôle. Oui, c'est vrai. Et il parle du crépuscule de la littérature, et je voulais lui demander si le crépuscule de la littérature n'a pas commencé dès l'aube, en fait. J'en parlais hier soir avec Antoine. On a mangé dans une crêperie et que je vous recommande, bonne d'ailleurs, crêperie, qui est juste à côté de notre hôtel. Est-ce qu'on ne s'est pas toujours penché sur le grand cadavre agonisant de la littérature? On dit par exemple qu'on publie beaucoup trop de choses, qu'il y a une surproduction littéraire, 500 ou 600 romans en septembre, 500 ou 600 en janvier et d'autres chaque mois. Et puis j'ai retrouvé récemment un vers de Nerval qui disait où fuir, où me cacher. Côtoyé par Évariste, ouais, Nerval. Ouais, enfin, il a passé une nuit avec Évariste, en prison. Où fuir, où me cacher, quel déluge décrit en ce siècle falot vient infester Paris. Et ça, c'était en 1825. Donc déjà en 1825, Nerval s'interrogeait sur la surproduction littéraire. Donc je crois que et on sait tout. Alors il y a des fausses valeurs littéraires. Le problème de la littérature, c'est que c'est quelque chose qui n'est absolument pas méritocratique. On ne mesure pas la qualité d'un livre à l'aune de ses ventes. On voit aujourd'hui que les plus gros vendeurs sont en général les plus piètres écrivains, et il y a d'excellents écrivains qui ne vendent absolument pas. Et si Gérard de Nerval se réincarnait, qu'il revenait aujourd'hui parmi nous, et qu'il allait dans un salon du livre,
on passerait sans doute devant lui et sa pile d'invendus pour aller faire dédicacer le dernier roman d'un chanteur à la mode. Qui aurait la même valeur d'ailleurs qu'un Herval en fait. Oui, alors après le temps fait peut-être son œuvre. Enfin voilà, c'est toutes ces questions que je voulais poser à François Bello. C'est pas vraiment une question, mais c'est un constat. C'est pas une question, mais je vais y répondre. Allez-y. Puis après, je vais y répondre en commençant par dire que je suis 1000 fois d'accord. Je viens même de l'écrire dans Transfuge à propos d'un essai que vient de sortir, un essai très intéressant, mais que je trouve contestable, de Philippe Villain, qui s'appelle La littérature sans idéal. Et je lui réponds dans ce texte que j'espère délicat et précis, pour lui dire que lui précisément dit fut un temps où la littérature était plus au centre de la société et que maintenant elle est marginalisée. Et vraiment je lui dis mais non, je crois que fondamentalement la littérature a toujours été mineure, minoritaire, marginalisée et que à toutes époques ce qui a été le plus visible n'était pas le plus talentueux et que peut-être il y a une espèce de destin structurellement minoritaire de l'art et de la littérature. Donc je suis 1000 fois d'accord. En revanche, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Je pense que ma troisième partie, n'arrête pas de dire, mais nous sommes minoritaires et donc nous sommes joyeux. C'était ça. Nous sommes peu, mais bon, c'est les happy few, quoi. Toujours, on y revient toujours. Nous sommes peu, mais c'est précisément ça qui nous rendra heureux. Alors que précisément, en général, le peu est vécu dans les deux premières parties comme une espèce de tristesse et d'accablement. Ah là là, rencontre littéraire, nous ne sommes que 3. Ah là là, oui, on constate le peu beaucoup dans le champ culturel que j'ai beaucoup écumé de 1000 manières. Et bon, le peu attriste tout le monde, attriste aussi les pouvoirs publics qui font qui prodiguent, administrent des subventions, qui vont toujours demander de la comptabilité. Alors je te donne ta subvention l'an prochain, mais si tu fais valoir que dans ta salle de cinéma, pour parler de l'exemple d'un cinéma d'arrêt-essai, si tu peux faire valoir une moyenne de 53 spectateurs, non, je peux pas les faire valoir en fait, sauf si je commence à faire venir des films mainstream. Mais si je commence à faire venir des films mainstream, du coup, je manquerai à ma vocation de faire valoir un cinéma minoritaire, etc., etc. C'est ce genre d'impasse que j'essaie de... Alors, le Crépuscule, pour moi, n'est pas donc de la littérature qui, je pense que j'ai une grande confiance dans la capacité de l'humanité de produire régulièrement des éléments très minoritaires qui produiront de la grande littérature. Je crois que notre époque, de ce point de vue-là, est aussi inventive que les années 1830 ou les années 1910. Bon, ça, c'est pas un problème, ça. En revanche, il y a une espèce de modèle économique, je dirais, qui s'est constitué un peu avant-guerre et surtout après-guerre, dont l'équivalent dans le théâtre serait ce qu'a fait Jean Vilar, par exemple. C'est aussi les maisons de la culture, des choses comme ça. Il y a eu un moment où la culture est plus que jamais en France devenue une affaire d'État et que on s'est inventé une espèce de maillage culturel très largement subventionné. Parce que il y avait l'idée comme ça, portée par Malraux par la suite. Bon, on s'est donné un ministère de la culture, ce qui est pas évident. Hein, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont un ministère de la culture. D'ailleurs, je rappelle que les deux premiers exemples de ministère de la culture, en fait, il y en a 3. Avant Malraux, c'est sous Mussolini, sous Hitler et sous Staline. Très intéressant. Pas sous Franco. Je veux dire, ça, c'est bon, voilà, à méditer. Donc il y a tout un truc comme ça qui s'est constitué, sur lequel, je dirais, prospère la culture. C'est pour ça que je pense que mon livre est un peu grinçant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je suis le premier bénéficiaire d'une certaine manière de ce maillage. Nous sommes ici les bénéficiaires. Nous sommes finalement des artistes subventionnés d'une manière ou d'une autre. Il faudrait que chacun fasse ce que j'appelle sa biographie économique. C'est-à-dire combien tu gagnes et d'où ça vient. Et on verrait ce que vous faites dans le livre pour chacun de vos personnages, hein, parce que pas tous, mais pas mal, notamment pour les journalistes. Moi, je le fais pour moi-même déjà. Je dirais, chacun pourrait le faire parce que chacun pourrait, comme ça, on aurait une vraie visibilité du champ. Genre plutôt que cette espèce de fable en permanence, qui est de dire que nous vivons de notre plume. Bon, il faudrait voir qui vit de sa plume et dans quelles conditions. Bon, et donc il y a quelque chose il y a un modèle économique que je trouve à la fois tout à fait prodigieux. C'est la grandeur de l'exception française. Et en même temps, qui a ses travers. Et c'est, voilà, et puisque précisément, il est en train de brinque-baller, quoi. Voilà, alors, comme c'est très bien organisé, François m'offre une transition, merci. Mais c'était complètement prémédité. Voilà, exactement. Vers Sandra, parce que on pourrait dire que vous nous parlez d'un champ culturel avec des rencontres littéraires où il y a peu de monde. Vous, quand vous nous parlez du Festival de Cannes, on pourrait rebondir sur ce que dit François. On a quand même l'impression, alors évidemment, il y a toujours des paillettes, il y a toujours des champagnes, il y a toujours des badges pour accéder de conférence en conférence. Vous connaissez aussi un peu cet univers, mais vous dites, votre livre interroge sur le rapport à la mort, mais on a l'impression quand même que c'est un peu en permanence d'ailleurs, parce qu'il est toujours là, ce Festival de Cannes, une espèce de mort permanente du festival, puisque beaucoup des films qui sont primés ne feront pas l'audience nécessaire,
quand même. Ça reste quand même, pour moi, le plus grand festival de cinéma au monde. Là qu'on voit les plus grands films, il y a la plus grande diversité de cinéma. Ouais, mais quand même, tous les gens que vous nous décrivez dans ce livre, c'est pour ça que il y a ce côté un peu, comme on disait, crépuscule. Vous nous parlez des journalistes qui sont blasés, alors qui sont contents d'assister, bien sûr, au dîner de clôture. C'est vrai que j'ai pas été tendre. Alors on peut dire que c'est le point de vue de mon personnage. Oui, mais enfin bon, on les imagine blasés, et puis alors en plus ils sont blasés, ils disent ouais, je vais encore me taper le dîner de clôture, mais c'est une manière de dire qu'ils y vont. Et puis alors il y a un personnage qui apparaît dans votre livre qui est symptomatique de tout ce qu'on dit là, sur votre façon peut-être d'appréhender le monde, c'est ce François Dacier. Donc le beau, entre guillemets, vieux reporter, enfin on l'imagine beau, hein, il n'y a pas de photo dans le livre, qui arrive à faire son film, lui qui critiquait les autres, et qui est quand même pas un personnage, enfin je veux dire, qui respire une forme de bienveillance, qui est assez sûr de lui, assez centré sur lui-même, et vous n'avez pas eu ce sentiment de parler de cette, voilà, de ce crépuscule? Là, ce personnage-là, je voulais vraiment qu'il incarne l'indifférence que ressent mon personnage principal. Alors, je l'ai situé dans le milieu du cinéma parce que, enfin, le Festival de Cannes, c'est ce que je connais le mieux, mais ça aurait pu être dans tout autre univers que celui du cinéma. Donc, crépuscule, je sais pas, je pense que c'est le personnage qui est vu par mon personnage principal, qui incarne l'indifférence, mais je ressens pas, enfin je voulais pas dénigrer le festival, même si je montre aussi que c'est un théâtre des vanités, mais ça c'est un petit peu un cliché que de dire ça. Mais je voulais pas parler d'un festival qui périclite, ou au contraire. Enfin, pour moi, ça reste vraiment le plus grand festival du cinéma au monde, et j'y serai encore dans une semaine. Et, Ah oui, donc vous n'êtes pas du tout dans cette perception qu'on aurait pu... Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour, que j'ai essayé de décrire et qui me plaisent pas forcément, mais tout ce qui concerne le cinéma à proprement parler, et ça reste vraiment l'endroit où on voit les plus beaux films au monde. Et donc voilà, il y a encore des lieux lumineux. Alors Antoine, vous nous transportez dans le théâtre. Vous, c'est plus la décrépitude du metteur en scène en lui-même que le théâtre en lui-même. Oui, parce que, enfin, justement, le théâtre, bon, moi c'était un poste d'observation. Je suis libraire dans un théâtre à Paris. Donc ça aide, oui. Oui, c'est-à-dire, c'est surtout ça aide. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la beauté de ce qui surgit après, voire pendant une représentation, des spectateurs qui sortent dans des états de colère extrêmes, parfois, ou alors comme s'il y a une transformation de l'être, pour employer un grand mot. C'est-à-dire qu'au moment où je rentre dans la scène et dans la salle et j'en ressors, je suis plus le même. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas. Oui. Mais parfois, certains spectacles arrivent à susciter cette chose-là d'un amour extrême ou d'une détestation extrême. Et là, quand vous êtes donc libraire dans ce théâtre et que donc vous recueillez les gens qui sortent, il y a quelque chose de très très fort. C'est-à-dire sur la question de pourquoi aimer, en fait, qui se passe. Parce que c'est toujours cette raison-là. C'est toujours cette raison-là cette question-là qui se pose. C'est, il faut toujours justifier son émotion. Et les gens viennent déverser leur émotion, mais viennent aussi les justifier. Et moi, c'est ça qui, pour moi, faisait monde. C'est-à-dire que cette façon d'être dans le sentiment, mais dans le sentiment d'une manière absolue pendant 2 heures, ou 1 heure. Mais de devoir après s'en souvenir pendant assez longtemps, puisqu'on est venu voir la pièce, oui. Et puis de la faire partager aux autres, avec l'agacement d'ailleurs que certains spectateurs ressentent quand l'autre en face ne comprend pas, mais pourquoi ça t'a autant énervé, c'est qu'une pièce de théâtre, et c'est à ce moment-là qu'on est énervé, mais tu comprends pas ce qu'il a voulu dire. C'est vrai que c'est ce phénomène-là que... C'est un lieu extrêmement important et en même temps aussitôt oublié. Mais pendant le temps où ça se vit, en tout cas le spectacle vivant, bon, il y a quelque chose qui se joue vraiment dans le présent. Alors ce qui va se jouer dans le présent maintenant, en exclusivité pour vous, c'est l'extrait que vous avez choisi. Alors moi j'avais choisi un extrait de page 19, de la page 19 je crois, qui parlait de la mort, mais vous êtes libre évidemment du choix que vous voudrez faire. Non, je peux, oui. Le metteur en scène polonais avait dit « La mort ne changera rien ». Sa femme lui avait demandé « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et tout en éliminant les scories de la surface de l'œuf avec ses ongles, il répondit pour lui-même « Cela veut dire que même mort, je resterai fou. Cela veut dire que je ne peux pas mourir car je suis fou. Cela veut dire aussi que ma mort ne supprimera pas la folie qui m'habite. Cela veut dire enfin que cette folie n'est pas la mienne, mais celle du monde, et que, tant que je vis, je la contiens. Mais si j'en venais à mourir, à me donner la mort, ou bien tout simplement à la recevoir par le biais d'une tuile qui tomberait sur mon crâne, ou d'un camion qui me passerait sur le corps, ou que sais-je encore, il y a 1000 manières de recevoir la mort. Et si j'en venais à mourir, donc, par l'un ou l'autre de ces biais qui sont nombreux, la folie se libérerait et détruirait tout.
Je dis bien tout. Elle est de ce genre de folie. Je ne peux pas, en conséquence, me permettre de mourir. Je fais attention aux camions et aux tuiles. Roland Barthes est mort ici même, renversé par la camionnette du laitier en sortant de chez sa maman, et Cyrano, non loin de là, du fait d'une tuile glissant d'un toit, tandis qu'Isadora Duncan est morte plus au sud, étranglée par sa propre écharpe qui s'était prise dans les roues d'une voiture, alors que, plus au nord, Émile Verhaeren a été poussé par la foule sous un train. Je suis extrêmement attentif à tout cela. Écharpe, train, foule, voiture, tuiles et laitiers. Et je ne parle pas... Bon, ouais. Voilà, ça plante le décor du livre. Bah, vous pouvez applaudir, il n'y a pas de... ça plante en tout cas le décor. Enfin, après, tout ça est entièrement subjectif, en ce sens que finalement, il n'y a pas d'échappatoire possible. On est confronté à nous-mêmes. Et il y a ça rejoint tout ce qu'on se dit là, finalement, c'est que il fait attention à tous ces petits signes. Certains parleraient de signaux faibles, mais parce que ça le renvoie à une plus grande tragédie, en fait. C'est plein de petits signaux qui annoncent une faiblesse future. Oui, le metteur en scène polonais, il est pris par quelque chose, il est pris déjà par sa fonction et son origine, il n'a pas de nom, et il y a quelque chose évidemment, moi, que je voulais prendre, enfin, c'est comme un signifiant bouché, le polonais, bon, il y a le plombier polonais qui quand même nous a beaucoup occupé, quoi. Bolkenstein, oui, la fameuse directive oui. européenne dont certains se souviennent. C'est ça. Et donc bon, est-ce que on peut être metteur en scène et polonais? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a pas un problème maintenant? Comme de la même manière, quand on parlait de la Grèce, sur toutes les, on en revenait aux philosophes grecs. À partir de là, je veux dire, c'est qu'il y a vraiment sérieusement un problème. S'il faut justifier de quelque chose, d'une aide... Ah oui, en disant on va vous aider parce que vous avez eu des philosophes connus, oui. Là, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve avec des gens qui ne sont plus que des fonctions et des origines. Il n'y en a qu'un seul qui échappe à ça dans le livre, c'est l'interprète alcoolique, qui lui... Mais il est alcoolique. Oui, sa patrie, c'est l'alcool. Mais on n'arrive pas, et ça pose problème, à déterminer son origine. Et en plus, on comprend pas toujours quand il traduit. Donc ça, oui, en plus, c'est pas un très bon... Donc on voit qu'en fait, mine de rien, vous interrogez tous plus ou moins le monde à votre manière. Et ça nous ramène aussi, puisqu'on voyage beaucoup, comme vous l'avez compris, c'est la règle du jeu. Référence cinématographique qui vous aura pas échappé, Sandra. Si on revient à Madrid, on parle de ce règlement du monde. Kiko Herrero, vous allez aussi nous lire un extrait de votre livre. Donc, sauf qui peut Madrid, on parlait de ce personnage, votre personnage qui est cet enfant, qui voit évoluer cette Espagne, qui a une famille bien posée. Et il y a un moment, moi, dans une page que vous allez bien vouloir nous lire, qui montre un aspect Madrid, alors justement anti-carte postale, la réalité brute, et ce que vous disiez sur ce côté extrêmement brut, extrêmement objet finalement. Donc je vous laisse lire ce passage. Moi, vous vouliez en dire un mot pour le présenter. Je voulais juste dire quelque chose en plus. Allez-y, sur au contraire. Le panorama littéraire et culturel français. Oui, parce que moi, évidemment, en tant qu'Espagnol, et bien que je vive ici depuis très longtemps, depuis 25 ans, c'est quand même remarquable et admirable, parce que si on va en Espagne, on cherche tous ces festivals, etc. Vraiment, c'est beaucoup plus triste et beaucoup plus... Donc, juste dire que vive le ministère de la Culture français, ou le système français de culture. Donc, voilà. Oui, ça, c'était une parole du cœur, comme on dit. Oui. Alors, que les Français écoutent, il y a toujours une grande habitude un peu à critiquer, c'est une chose que je comprends, et moi-même je critique, mais parfois on a envie aussi de dire... C'est pas compte de la chance qu'on a, tout ça. Oui. Écoute, je pense que c'est mieux le ministère que comme en Espagne où c'est les banques ou les laboratoires qui financent, et donc là vraiment il y a d'autres critères de sélection. On discutera. Cela dit, c'est amusant parce que ça fait penser à une référence qui n'est pas littéraire, mais on connaît tous l'histoire on connaît plus ou moins tous l'histoire de Jean-Yann qui fait financer son film Les Chinois à Paris par Dassault, le Marcel Dassault, qui pose deux conditions au fait de financer le film: le fait qu'il ait des affiches du film sur le trajet qui le mène de Neuilly où il habite à son bureau qui est aux Champs-Élysées, et qui demande aussi l'exclusivité du film. Et puis après, Jean-Yann fait un autre film qui s'appelle Show Business, où justement il dénonce à travers deux frères des marchands d'armes qui financent le show business. Donc en fait, on est peut-être dans un paradoxe très très français. Mais partons à Madrid, si vous le voulez bien. On n'est plus dans les cartes postales et on est dans El Obelisco. Alors let's go. Voilà, chaque chapitre a un petit titre. Celui-ci, c'est El Obelisco. Alors, un arbre, un PD, disent les Madrilènes. Un bosquet, un parking, une allée, un parc. Une gare, un centre commercial, une aire de repos,
le quai d'un canal. Espace de passage, espace périurbain, espace désolé où la beauté importe peu. Les arbres sont des parapluies, des parasols, des paravents. Sous les talus, les sols sont jonchés de capotes et de Kleenex. Espace de rencontre que seul un homosexuel sait reconnaître par un sixième sens. Pas besoin de guide ni d'expérience. J'en connais de ces lieux insolites. J'en ai vu à Madrid, dans les villes de province. J'ai aperçu ces parages de la fenêtre d'une voiture en attendant que le feu passe au vert. En un éclair, je les ai reconnus. Je me suis reconnu dans les silhouettes qui tracent des boucles sans but apparent. Je me suis vu sous la pluie dans la nuit, sous le froid avant que la lueur du jour ne se fasse déguerpir, frustré, insatisfait. Laisser passer le temps et attendre, retarder le départ, encore quelques minutes, espérer une rencontre, décharger la sève infernale et retrouver la sérénité. Je me suis fait subtiliser mon portefeuille par Adonis qui, accroupi, profita de mon évanescence. Je me suis fait payer quelques pièces par des vieux ou des gros. J'ai fait l'acte par compassion, gratuitement, comme un placement en prévoyance du temps de ma décrépitude. J'ai cru à la solidarité intergénérationnelle, intercommunautaire. J'ai compris que la vue était un ennemi que seule la pénombre parviendrait à combattre. J'ai vu des lieux de drague, connu des parages, mais sans hésiter, le plus insolite de tout est l'obélisque de Madrid. Vamos al obelisco, vengo del obelisco, he visto a Pepe en el obelisco. Et l'obélisque, entre la colonnade du palais de la Bourse et les grilles du jardin du Ritz, dans un renfoncement à fer à cheval du Paseo del Prado, dans ce square calme et arboré, bien sûr très arboré, s'élève la colonne en granit gris de l'obélisque. Sa pointe est coiffée d'une calotte en or massif et une liste de noms gravés dans la pierre égrène les morts tombés au combat. Dans les creux d'une cavité en forme de coquillage se consume la flamme, une flamme éternelle, etc. Voilà. Voilà. Ce passage est assez symptomatique parce que quand on parle d'interrogation du monde, il y a quelque chose d'assez fort. C'est ce qu'on ressent. Enfin, après, encore une fois, je ne parle qu'en monde de lecteur. Puisqu'heureusement, ici, on lit les livres. Déjà, ça, c'est une chose importante. Vive Laval pour ça, on a le temps de lire les livres. C'est cette espèce de compression des sentiments, donc des pulsions. Et pour employer un mot qu'on n'emploie pas toujours, c'est aliénation, c'est-à-dire que le personnage est aliéné parce qu'il sait que de toute façon, s'il veut aimer, c'est une forme de dépravation obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sale par essence, on ne peut pas aimer normalement. En fait, je ne l'ai pas vu comme ça ou je ne le vois pas comme ça. Ce chapitre vient un peu quand il y a eu déjà la transition, quand la démocratie s'est installée et quand l'homosexualité est devenue quelque chose pas de banal, mais de ouvertement assumé, et tous les, il y a eu plein de lieux et plein d'endroits à Madrid qui devenaient des lieux, à la fin du passage je le dis, c'était même pas des lieux de drague, c'était vraiment des lieux de... On sortait pour s'amuser. Mais alors, c'est un symptôme. Pour s'amuser, boire des bières, mais c'était même pas des lieux de drague. Mais est-ce que c'était un symptôme positif de cette transformation dont vous parlez? Parce que, vu du lecteur, ça peut être vu quand même comme... Oui, puisqu'on relationne toujours, et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Espagne, des lieux de drague comme ça, un peu secrets, comme des lieux un peu dégueulasses et un peu occultes, où les gens se cachent. Mais finalement, ce qui était assez impressionnant dans cette période à Madrid, c'est que tout devenait... bon, ça c'était pas à la lumière du jour parce que ça se passe la nuit, mais les gens se cachaient pas, et même il y avait des homosexuels, mais il y avait des femmes, c'était un lieu, c'était presque comme la place d'un village un dimanche où les gens venaient se balader. Donc peut-être le début est un petit peu comme ça, mais après, C'est intéressant parce qu'en fait, ça montre aussi dans cette interrogation du monde qu'il y a vraiment deux visions finalement. Il faut entendre l'auteur pour recontextualiser. Et puis, il y a une forme d'intimité du pays que vous côtoyez. C'est-à-dire qu'il y a des transformations que nous, on ne peut pas comprendre quand on est ici, peut-être à Paris, et qu'on ne connaît pas aussi intimement et aussi avec autant de proximité que vous, le pays. Oui, voilà. Et en plus, on va tout de suite les mettre en relation avec les lieux qu'ils puissent avoir ici ou l'expérience qu'il y a ici. Mais là-bas, ce qui était assez impressionnant, c'était le changement et le passage d'une partie de la société très occulte, très secrète, à quelque chose d'assumé en pleine lumière.
Et c'est allé très vite, et c'était ça qui était c'est impressionnant. Alors dans ce partage autour des livres et puis de cette interrogation du monde, bien sûr, puisqu'on va bientôt arriver à la fin de ce moment qu'on partage, vous pouvez poser des questions à nos auteurs. Et on va aussi écouter des extraits comme des musiques de ces mondes qui sont décrits par les auteurs qui sont là aujourd'hui. Sandra, par exemple, avec vous, on part à Cannes. On parlait de cette ambiance et de ces coulisses. Et il y a un moment dans votre ouvrage où vous nous transportez vers une scène qui doit être, entre guillemets, quotidienne sur la Croisette. C'est la rencontre avec une star. Donc votre héroïne Blanche, cette actrice en devenir, croise une icône française. Et voilà comment ça se passe. Comment vous nous décrivez ce croisement, si j'ose dire. Et Blanche se retrouvait là, seule et désemparée. Elle se leva, lourde soudain, quitta le café, évita le regard du serveur, traversa la rue et passa à nouveau par le hall de l'hôtel Majestic pour accéder à la Croisette située de l'autre côté de l'hôtel. Son luxe, tout à l'heure chaleureux, lui sembla ostentatoire, presque sinistre. Elle se retrouva face à face avec l'actrice du dernier métro de François Truffaut, Catherine Deneuve, impériale, stoïque, souriante, qui traversait le hall au milieu des chuchotements, des regards torves ou insistants. Blanche eut l'impression d'avoir traversé l'écran en même temps que la rue, de se retrouver à nouveau dans son rêve. Elle hésita à l'aborder pour lui faire part de son admiration, mais n'osa pas. Elle songea que la star avait dû en vaincre tant des moments de colère, de lassitude, de désarroi, de lucidité, des deuils aussi. Elle se tenait là, pourtant, fière et noble malgré tout. Blanche admirait l'actrice sur l'écran et celle qui était là, pas dupe certainement, mais qui continuait à jouer le jeu de la grande famille, qui se souvenait en être une les jours de fête, qui proclamait s'aimer dans la lumière et se haïssait parfois dans l'ombre. Catherine Deneuve semblait imperméable à tous les regards qui la scrutaient et qui, pour certains, guettaient la fêlure, les stigmates du temps, le fossé entre le cinéma et la réalité, la ride disgracieuse, le poids des ans, ou le reflet de leur propre amertume. Blanche ne le savait pas encore, mais commençait à l'appréhender vaguement. Jamais elle n'aurait le courage d'endurer tout cela, de vivre jusque-là. Voilà, on a là aussi un aperçu, et on peut applaudir évidemment Sandra, mais on a un aperçu de cette, entre guillemets, grande famille, et puis de cette icône qui surgit, et presque du folklore, entre guillemets, ou des coutumes qui s'établissent autour d'elle. Comme c'est une icône, on lui prête plein d'attention, et elle est presque starifiée. Il y a quelque chose d'artificiel, et c'est pour ça que je disais, on parlait du champ littéraire, on parle de Madrid, on parle de ce Rimbaud des mathématiques, comme disent certains journalistes, ou ce metteur en scène polonais, qu'on a le sentiment de quelque chose en éternelle banqueroute, en fait, en éternel crépuscule. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Artificiel, je sais pas, mais moi ce qui m'intéressait aussi, c'était le contraste entre les lumières du festival et le chagrin, le silence auquel le chagrin de mon personnage principal est condamné. Et c'est vrai que le décor du festival de Cannes se prêtait vraiment à ça, à exacerber puisque la concentration aussi spatio-temporelle du lieu exacerbe les sentiments, les émotions, la fragile frontière aussi entre cinéma et réalité. Donc c'était surtout ça que je voulais montrer, ce contraste-là, plus qu'une idée de crépuscule. Alors, crépuscule ou pas crépuscule, on est tous d'accord qu'il y a ce qui s'est dégagé autour de ce moment qu'on a partagé ensemble. Il y avait ce côté de réinventer, de repenser. Et on l'avait dit avec vous, François, dans le livre La politesse, beaucoup de médias ont insisté sur votre vision du milieu littéraire. Et il y a un moment dans le livre, vers la fin, où finalement vous parlez... j'allais dire de la vraie vie, pardon pour l'expression, mais en tout cas de ces gens qui essayent de reconstruire à leur manière. Et il y a notamment ce passage qui nous fait rentrer dans les coulisses d'un hôtel, et on se place du côté des gens qui travaillaient dans cet hôtel, qui essaient eux aussi de s'en sortir, de faire leur hôtel debout. C'est un extrait du livre. Peut-être que vous les présentez. Non, mais vous pouvez contextualiser, il faut bien que j'ai des formules comme ça. Non, c'est très bien. Ça vous va, bon, tant mieux. On s'est rencontrés dans un hôtel 4 étoiles, pas comme cliente, comme employée. En moyenne, une fille de la buanderie croise 3 fois par jour une de la réception. Ces 3 fois, on les prolongeait en pause clope. On se racontait nos vies, nos histoires de cul, nos parents incommunicables, on se racontait tout et son contraire. Y avoir une amie embellit un lieu de travail. En 2013, le propriétaire a annoncé au personnel qu'il vendait l'établissement à des promoteurs. C'est la crise pour tout le monde, a-t-il justifié, très inventif. Pour tout le monde sauf lui et 2 associés russes partis engager 30 millions dans un aqualand encastré dans les Calanques, juste à côté. Le soir, on s'est réunis une vingtaine chez Baptiste pour boire notre peine et danser. Finalement, on a bu mais pas dansé, on a parlé, clarifié l'impasse, cherché des issues. Un repreneur n'était pas une issue, les repreneurs jettent aussi vite qu'ils ont repris. Tu meurs une 2e fois au cas où tu aurais ressuscité de la première. Au moins les promoteurs, leur projet est limpide, mais imaginez la roche blanche de la façade éventrée au bulldozer nous crevait le cœur. C'est là que Fatou a dit « La seule façon de sauver ce bahut, c'est de rester dedans ».
Sur le moment, l'alcool nous a rendus invincibles. Les bulles d'eau, on les repousserait à main nue, les ouvriers à coups de pied au cul. C'est 3 mois plus tard, quand l'hôtel a été barricadé et nous cordialement orientés vers Pôle emploi, qu'il a fallu rassembler du courage à jeun. Qu'il a fallu passer à l'acte ou pour des lâches. Voilà. Là aussi, après, évidemment, vous allez suivre les pérégrinations de ces gens qui essaient de s'en sortir. On arrive à la fin de ce moment. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Hein, comme dirait, je crois, ce soir ou jamais. Non, c'est ce matin ou jamais. Et juste pour conclure, parce que on a échangé, est-ce que, voilà, un petit dernier tour de table en conclusion, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de tout ce qu'on s'est dit? Moi, j'aurais, oui, parce que, voilà, on arrive à ce moment-là. Moi, j'aurais peut-être la dernière question. Est-ce que, par rapport au retour des lecteurs que vous avez, attention, la question va être peut-être un peu solennelle, mais est-ce que vous avez l'impression de transformer un peu le monde? Ou est-ce qu'il y a quand même cette volonté in fine? Je sais que la question est souvent posée, parce qu'on a dit comment vous interrogez le monde. L'interroger, c'est une bonne chose, mais finalement, qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur retienne? Est-ce que vous voulez transformer? Alors, on peut commencer par François-Henri, puisque vous disiez, Évariste, vous dites on le connaît, mais il reste réservé à une espèce de caste de mathématiciens. Alors, le fait qu'il soit sorti de l'ombre, c'est déjà victoire première. Il y a quelque chose que vous voudriez changer dans tout ça? Oui, alors tout cela est peut-être très relatif. Hein. À long terme, je pense qu'on pisse tous dans un violon, en fait. Et vive les violons. Non, mais dans 300 ans, est-ce qu'on parlera encore français? Est-ce qu'on lira encore des livres? Je ne sais pas. Le metteur en scène polonais, lui, refuse de parler français alors qu'il parle français, donc peut-être. Non, mais est-ce qu'on change le monde? Non, c'est difficile à répondre, mais il arrive qu'on reçoive des lettres. De lecteurs, oui. De lecteurs. Alors, bon, l'écrivain reçoit, un peu comme tout le monde, oui, des lettres, donc des factures, des prospectus, etc. Mais parfois, parmi tous ces papiers-là, il y a des lettres de lecteurs, et la plupart sont bienveillantes. C'est rare que l'on vous écrive pour vous dire « j'ai détesté votre livre » et qu'on vous explique point par point pourquoi il est mauvais. Ça m'est arrivé une fois. Ça vous a fait du bien ou ça vous a déprimé? Non, ça m'a assez déprimé, oui, parce que j'ai relu mon livre à l'aune, à travers le prisme de toutes les critiques qui pouvaient être formulées. C'était le premier ou celui-là? Celui-ci, oui. Oui. Et vraiment, donc j'ai passé vraiment une semaine terrifiante. Mais bon, toujours est-il que on reçoit des lettres de lecteurs. Il y en a qui sont très bienveillantes, parfois même trop. On nous fait des propositions indécentes. Et il y a un lecteur qui m'a presque dit qu'il avait repris goût à la vie. Alors je trouvais que c'est très exagéré, mais il allait très mal, et la lecture de ce livre, j'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas l'a sortie d'une certaine torpeur dans laquelle il était plongé. Et voilà, quand on reçoit une lettre comme ça, on se dit que peut-être tout n'est pas vain dans ce que l'on fait. Ça fait une belle conclusion, mais on va pas frustrer la parole. Kiko, vous, sur est-ce que vous interrogez le monde, mais est-ce que vous voulez, chacun à sa mesure, à sa contribution, vous voulez le changer? Qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous vous dites, je voudrais changer quelque chose dans la tête du lecteur? Qu'est-ce que je voudrais lui apporter? En fait, je crois que je n'ai pas eu cette intention. Et en revanche, en sortant le livre, c'est plus les réactions des lecteurs et du public qui m'a interrogé moi-même sur l'existence d'un livre. Parce qu'évidemment, c'est mon premier roman, oui. Donc, c'est des questions où je ne m'étais même pas posé la question. Je pouvais me les poser sur l'art contemporain, où j'ai pas mal travaillé, etc. Mais pas vraiment sur la littérature et un livre. Et écoutez, il faut dire que je continue un peu à me poser la question. Et il y a quelque chose d'ailleurs que je commentais avec quelqu'un qui organise une rencontre aussi dans un petit bar ce soir. Bon. Et qui m'a posé un peu cette question, et depuis que j'ai écrit, et particulièrement en Espagne, parce que le livre a été traduit en espagnol, on me demande pas mal de c'est pas des critiques, des articles sur, par exemple, le dernier c'était quand Marine Le Pen a été à 40% dans les élections régionales, et du coup je me pose cette question, à quelle légitimité j'ai, ou pourquoi mon avis. Et évidemment, je l'écris, et ça avec grand plaisir, mais je me pose plus de questions que je crois que... François, vous voulez courrier de lecteur ou incompréhension de la presse, je sais pas. D'abord, bienvenue en France, Kiko, où 90%, vous le verrez, si vous continuez à écrire des livres en France, 90% des questions qu'on vous fera et des sollicitations, des commandes d'écriture qu'on vous fera ne seront pas liées à votre travail littéraire.
Donc c'est un élément pour alimenter le débat que vous introduisiez tout à l'heure. Effectivement, grande épiphanie de la culture en France, pratique culturelle réelle, grand affichage littéraire de la France, pays des lettres, etc. Peu de pratiques littéraires quand même, et surtout pas. Et la littérature finalement, sous couvert d'être mise au centre, est en fait souvent marginalisée. Mais ça, c'est une parenthèse sur la transformation que peut occasionner un. Moi, je suis comme les interlocuteurs précédents. Je veux dire, là-dessus, je suis un peu perplexe sur l'utilité d'un livre ou sa capacité de transformation de quoi que ce soit. Mais j'ajouterais que c'est peut-être pas plus mal. C'est-à-dire que quand on regrette que les livres ne transforment pas le monde, on présuppose toujours que les livres sont, des bons professeurs et qui sont remplis d'enseignements qui seraient profitables à l'humanité. Mais mettons par exemple que les livres de Richard Millet, par exemple, je prends un exemple spectaculaire que tout le monde connaît, c'est pour ça que je vois bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu, schématique dans ce que je suis en train de faire, mais allez-y, on est là pour ça. Si demain beaucoup de gens se mettaient à lire les livres de Richard Millet, ce qui n'est pas le cas en fait, et en tiraient beaucoup d'enseignements et se disaient profondément transformés par eux, au point que même ils passeraient à l'acte dans le sens que Richard Millet indique, une espèce de sens de canarder un peu. Disons de purger la France de ses éléments halogènes. Morbide, quoi. Ça serait le côté obscur de la force, pour reprendre une formule que tout le monde... L'exemple un peu facile aussi, et un peu point Godwin qu'on peut prendre toujours à ce niveau-là, c'est qu'un des livres qui a le plus d'influence véritable dans l'histoire du XXe siècle, c'est Mein Kampf. Voilà. Est-ce qu'on est très très content que Mein Kampf ait transformé beaucoup les esprits allemands, quoi. Non, je crois pas. Donc moi, finalement, je suis pas sûr de vouloir que mes livres transforment le monde. Je suis pas sûr qu'ils soient de bonnes pratiques pour le monde, quoi. Et juste pour rebondir sur ce que François Bégodeau vient de dire, je pense pas que la polémique a surgi lorsque Michel Houellebecq a publié Soumission. Il a eu cette réponse que j'ai trouvée assez juste. Il a dit jamais un roman n'a transformé le monde. Un essai à la limite peut transformer le monde. La Bible a plus ou moins transformé le monde. Le Mein Kampf a transformé une partie du monde. Le manifeste du Parti communiste aussi. Donc les essais peut-être peuvent transformer le monde. Les romans, oui, ne transforment que quelques... Je sais pas, en tout cas leur force de déflagration n'est peut-être pas la même. Oui, les œuvres de fiction, la force de déflagration des œuvres de fiction n'est peut-être pas la même que celle des essais. Antoine, parce que vous parliez de la réaction des gens qui sortent du théâtre, oui. Qui sont perturbés, et donc quand c'est avec un livre, non, vous le ressentez pas forcément ? Non, je ne le ressens pas vraiment. J'ai l'impression que c'est plutôt à l'intérieur même du livre qu'il y a quelque chose qui se joue de l'ordre... d'une politique purement syntaxique, quoi, de quelque chose là, quelque chose à trouver, quoi. Mais après, est-ce que ça déborde ou pas ? Bon, ça c'est vraiment un fait qui est presque indépendant du livre. Quand on voit je sais pas, par exemple, en théâtre Daisy, le livre la pièce Daisy de Rodrigo Garcia qui a suscité énormément de choses. Et pas nécessairement la meilleure de Rodrigo Garcia. C'est pas une question de... Je crois qu'il y a un moment où l'air du temps correspond pas. Enfin, c'est vraiment notre affaire, je crois. Sandra, pour conclure, vous, quel est le film qui vous a transformé ? Parce que quand même, ça tourne beaucoup autour de votre livre. Chaque personnage est présenté à travers le film qu'il préfère. Donc il y a bien un film qui vous a transformé, peut-être ? Transformer, c'est un bien grand mot, c'est comme ce qu'on disait par rapport au roman. Je ne sais pas si les films ambitionnent de changer le monde et de nous transformer, mais c'est toujours difficile de citer... Le Cercle Rouge, alors. Un film... Oh, peut-être pas, ça c'est un film plutôt distrayant, mais de dire... je cite beaucoup, moi j'aime beaucoup Claude Sautet, cette idée de dissonance qu'il y a dans ses films, donc je cite beaucoup Un cœur, un univers. Daniel Auteuil et Emmanuel Béard. Voilà, exactement. Bon voilà, là c'était Un cœur en littérature, on vous remercie d'avoir été là. Puis merci aux auteurs, et puis ça continue bien sûr à la fameuse place Lavalloise. Vous allez bien la prononcer, la place, c'est la place de la Trémoille, voilà. Merci à vous.